Kinshasa, 15 millions d'habitants, une ville qui ne dort jamais. Mais depuis quelques semaines, l'angoisse grandit. Des menaces d'attentats planifiés secouent les services de sécurité. Et au cœur des soupçons, le président rwandais Paul Kagame. Tout commence début juin. Des rapports confidentiels du renseignement congolais évoquent des infiltrations suspectes à Kinshasa. Des cellules dormantes seraient prêtes à frapper. Les renseignements parlent de 3 cibles principales: l'aéroport de Njili, la radio-télévision nationale congolaise et un centre commercial de la Gombe. Selon des sources sécuritaires, les groupes seraient entraînés à la guerre asymétrique, une technique bien connue dans la stratégie rwandaise. Mais pourquoi le président Kagame serait-il derrière ces actes? Pour beaucoup, la réponse est géopolitique. Instaurer le chaos à Kinshasa permettrait de faire diversion dans l'est de la RDC, où les intérêts économiques sont énormes. Pendant que les opérations militaires avancent à l'Est, Kagame mène une autre bataille, celle de l'image. En Occident, il reste perçu comme un dirigeant moderne. En Afrique centrale, il est vu comme un maître manipulateur. Face à ces menaces, le gouvernement congolais renforce la sécurité à Kinshasa. Patrouilles multipliées, opérations de ratissage, arrestations discrètes. La tension monte. Les diplomates sont sur le qui-vive. Les Congolais retiennent leur souffle. Les questions restent nombreuses. Ce qui se joue ici dépasse les frontières. Il ne s'agit pas seulement de Kinshasa. Il s'agit de la souveraineté d'un peuple, du droit à vivre en paix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne d'investigation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui secoue la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Préparez-vous à une plongée au cœur des tensions, des allégations et des enjeux géopolitiques qui définissent l'actualité de Kinshasa. Restez avec nous pour démêler le vrai du faux. Kinshasa, la vibrante capitale de la République démocratique du Congo, une mégalopole avec laquelle la vie bouillonne, où l'espoir se mêle à la résilience. Mais aujourd'hui, une ombre menaçante plane sur ses avenues bondées, sur ses marchés animés, une peur sourde alimentée par des rumeurs persistantes, des alertes inquiétantes, des attentats à Kinshasa. Et derrière ces allégations, un nom résonne avec insistance: Paul Kagame, le président du Rwanda. Est-ce une réalité ou une manipulation? Une menace directe ou le reflet d'un conflit bien plus profond et complexe qui déchire la région des Grands Lacs depuis des décennies? Cette vidéo plonge au cœur de cette crise pour démêler le vrai du faux, comprendre les enjeux et révéler les mécanismes d'une guerre de l'ombre aux conséquences dévastatrices. Nous explorerons les racines historiques de cette animosité, le rôle des acteurs clés et la situation explosive qui met aujourd'hui Kinshasa sous haute tension. Car au-delà des rumeurs, il y a une vérité faite de souffrance, de déplacements massifs et d'une instabilité chronique qui menace la vie de millions de Congolais. Accrochez-vous, l'enquête commence maintenant. Pour comprendre la complexité de la situation actuelle, il est impératif de remonter le temps. Loin d'être un conflit isolé, les tensions entre la RDC et le Rwanda sont profondément enracinées dans l'histoire tragique de la région des Grands Lacs. Tout commence véritablement avec le génocide rwandais de 1994, un événement qui a bouleversé l'équilibre géopolitique de toute l'Afrique centrale. L'arrivée massive de plus d'1,5 million de réfugiés, parmi lesquels se trouvaient des génocidaires, a créé un terreau fertile pour l'instabilité. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, a justifié ses interventions ultérieures en RDC par la nécessité de traquer ses forces. C'est ainsi que la première guerre du Congo, 1996-1997, puis la deuxième guerre du Congo, 1988-2002, surnommée la Grande Guerre africaine, ont éclaté, impliquant de multiples pays de la région et faisant des millions de victimes. Mais au-delà des considérations sécuritaires, un autre facteur plus insidieux a alimenté et continue d'alimenter ce conflit: les immenses richesses naturelles de l'Est de la RDC. Le coltan, le cobalt, l'or, le diamant. Ces minerais, essentiels à nos technologies modernes, sont devenus une malédiction pour le peuple congolais. Des groupes armés, souvent soutenus par des puissances étrangères, se disputent le contrôle de ces zones minières, transformant la région en un champ de bataille permanent. Dans ce chaos, de nombreux groupes armés ont émergé, chacun avec ses propres motivations, mais tous contribuant à l'instabilité. Parmi eux, le M23, objet de toutes les attentions aujourd'hui, et les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe composé en partie d'anciens génocidaires Hutus, que le Rwanda utilise comme prétexte à ses interventions. Comprendre ces acteurs est essentiel pour décrypter la crise actuelle.
Après plusieurs années de relative accalmie, le groupe rebelle M23 ou Mouvement du 23 mars a repris les armes fin 2021. Composé principalement de soldats Tutsis congolais, ce groupe avait déjà semé la terreur dans l'est de la RDC en 2012 avant d'être défait. Son retour a marqué une nouvelle escalade de la violence avec des attaques de plus en plus audacieuses et une expansion territoriale rapide. Très vite, les autorités congolaises ont pointé un doigt accusateur vers leur voisin, le Rwanda. Pour Kinshasa, il ne fait aucun doute que le M23 est une marionnette de Kigali, armée, financée et même encadrée par l'armée rwandaise. Des accusations étayées par de nombreux rapports d'experts des Nations Unies qui ont documenté de manière détaillée l'implication du Rwanda aux côtés des rebelles. Face à ces accusations, le Rwanda, par la voix de son président Paul Kagame, a toujours nié en bloc. Kigali rejette la responsabilité sur la RDC, l'accusant de collaborer avec les FDLR, ce groupe rebelle hutu-rwandais considéré comme une menace existentielle par le Rwanda. C'est un dialogue de sourds, une guerre des narratifs où chaque camp se renvoie la balle, rendant toute solution diplomatique extrêmement difficile. Loin des champs de bataille de l'Est, à plus de 1500 km, la capitale Kinshasa vit au rythme de cette guerre. La peur s'est installée, alimentée par les rumeurs les plus folles. La menace d'attentats, d'infiltration est sur toutes les lèvres. La psychose est réelle et elle a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des Kinois. Cette tension a atteint son paroxysme en janvier 2025 lorsque des manifestations violentes ont éclaté dans la capitale. Des ambassades étrangères ont été prises pour cible par des manifestants en colère, accusant la communauté internationale de complicité avec le Rwanda. Un signe de l'exaspération de la population face à un conflit qui n'en finit pas. La menace la plus directe est venue du M23 lui-même, qui a déclaré qu'il pourrait marcher sur Kinshasa si les forces gouvernementales continuaient à l'attaquer. Une déclaration perçue comme une provocation ultime, une menace à peine voilée d'étendre le conflit à tout le pays. Mais cette menace est-elle crédible? Le M23 a-t-il réellement les moyens militaires d'atteindre la capitale? La plupart des analystes s'accordent à dire qu'une prise de Kinshasa par le M23 est peu probable. Mais la simple menace suffit à entretenir la peur et à déstabiliser le pouvoir en place. C'est une guerre psychologique, une stratégie de la tension qui porte ses fruits. Et au cœur de cette stratégie, un homme, Paul Kagame. Paul Kagame, pour certains, il est le sauveur du Rwanda, l'homme qui a mis fin au génocide et transformé un pays en ruine en un modèle de développement en Afrique. Pour d'autres, il est un dictateur impitoyable, un prédateur régional qui pille les richesses de ses voisins et n'hésite pas à éliminer ses opposants. Qui est vraiment Paul Kagame? La stratégie de Kagame dans la région des Grands Lacs repose sur deux piliers, la sécurité du Rwanda et l'influence économique. En soutenant des groupes armés comme le M23, il s'assure une zone tampon à sa frontière et maintient une pression constante sur Kinshasa. Mais il garantit aussi à son pays un accès privilégié aux ressources minières de l'Est de la RDC, un commerce illégal qui rapporte des milliards de dollars. Les accusations d'orchestration d'attentats à Kinshasa s'inscrivent dans cette logique de déstabilisation. Même s'il n'existe pas de preuves formelles de son implication directe dans de tels projets, sa politique agressive et son soutien avéré au M23 créent un climat de terreur qui profite à ses intérêts. En semant le chaos, il affaiblit son voisin et renforce sa propre position. Au-delà des jeux de pouvoir et des stratégies géopolitiques, il y a une réalité tragique, celle de la population congolaise, première victime de ce conflit sans fin. La résurgence du M23 a provoqué une nouvelle catastrophe humanitaire. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer, abandonnant tout derrière elles pour échapper à la violence. Le nombre de déplacés internes en RDC dépasse aujourd'hui les 7 millions, un record mondial. Dans ces camps, la vie est un combat de chaque instant. Manque d'eau, de nourriture, de soins médicaux, les conditions sont inhumaines. Et les témoignages des survivants sont glaçants. Ils racontent les massacres, les viols, les pillages, les enrôlements forcés d'enfants soldats, des crimes de guerre qui restent trop souvent impunis. Face à cette crise, la communauté internationale semble impuissante. Les accords de paix se succèdent, comme celui de Washington en juin 2025, mais ils sont rarement respectés. Les pressions diplomatiques sur le Rwanda restent timides, les intérêts économiques et stratégiques prenant souvent le pas sur les droits humains. L'ONU, à travers sa mission de maintien de la paix, la MONUSCO, est fréquemment critiquée pour son manque d'efficacité. La déstabilisation de la RDC a des répercussions sur toute la région des Grands Lacs. L'Ouganda, le Burundi, l'Angola, tous sont impliqués, directement ou indirectement, dans ce conflit complexe. Le risque d'un embrasement régional est réel et il pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
Face à ce tableau sombre, existe-t-il des voies de sortie? La paix est-elle encore possible en RDC? Oui, mais elle ne viendra pas sans un engagement fort et sincère de toutes les parties. La première étape est le dialogue, un dialogue inclusif qui ne se limite pas aux dirigeants politiques, mais qui intègre aussi la société civile, les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes. La deuxième étape est le désarmement, un désarmement réel et complet de tous les groupes armés sans exception. Cela passe par des programmes de démobilisation, de réinsertion et de réconciliation pour offrir un avenir à ces combattants, souvent eux-mêmes victimes du système. La troisième étape, et peut-être la plus importante, est le développement économique. Tant que la population de l'Est de la RDC vivra dans la misère, elle restera une proie facile pour les recruteurs des groupes armés. Il est urgent d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et de garantir une exploitation juste et équitable des ressources naturelles au profit des Congolais eux-mêmes. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer. Elle doit exercer une pression diplomatique et économique beaucoup plus forte sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien au M23. Elle doit renforcer son aide humanitaire et son soutien aux initiatives de paix. Et elle doit traduire en justice les responsables des crimes de guerre, quel que soit leur camp. La crise en République démocratique du Congo est l'une des plus graves et des plus complexes de notre époque. L'alerte sur de possibles attentats à Kinshasa, orchestrés par Paul Kagame, n'est que la partie émergée d'un iceberg de souffrance, d'injustice et de convoitise. La paix ne sera pas facile à atteindre, mais elle n'est pas impossible. Elle dépend de la volonté des dirigeants de la région, de l'engagement de la communauté internationale et de la résilience du peuple congolais. Ne restons pas indifférents. Informez-vous, partagez cette vidéo, soutenez les organisations qui travaillent sur le terrain. La paix en RDC est l'affaire de tous, car c'est au cœur de l'Afrique que se joue une partie de notre humanité commune. Nous espérons que cette analyse approfondie vous a permis de mieux comprendre la complexité de la situation en RDC. Votre engagement est essentiel pour faire la lumière sur ces enjeux cruciaux. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser un maximum de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et analyses. Et surtout, laissez un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. Ensemble, continuons à chercher la vérité et à œuvrer pour un monde plus juste. Merci de votre fidélité et à très bientôt.